Alors, bonsoir à tous. Bienvenue dans ce webinaire sur l'investissement responsable dans les simulations Bourstad. Alors, mon nom est Paul Bourget, directeur du projet Bourstad au Cyrano. Pour ce webinaire, nous sommes soutenus par Madame Manon Blouet, qui est directrice des communications et des événements au Cyrano. Dans ce webinaire, vous allez entendre Monsieur Thomas Estinez, qui est co-directeur du groupe Investissement responsable, et M. Michel Magnan, fellow Cyrano et professeur à l'Université Concordia. Avant les présentations de nos experts, je vais présenter les aspects liés à l'investissement responsable sur la plateforme Bourstad et également comment cet aspect, l'investissement responsable, est évalué dans le concours Bourstad 2023. Après les interventions de chacun des experts, il y aura une période de questions. Donc, on va d'abord entendre M. Estinez. Et s'il y a des commentaires ou des questions, je vous invite à les déposer dans la fonctionnalité discussion ou Q&A, là, question and answers. Et donc, je vais, avant ces présentations-là, faire moi-même la présentation, comme je l'ai mentionné, là, des aspects liés à l'investissement responsable. Alors, je vais partager mon écran pour ce faire. Et on va regarder. Alors, donc, investissement responsable et responsabilité sociale des entreprises dans les simulations Bourstad. Donc, bienvenue, on l'a fait. Donc, investissement responsable dans le concours, c'est ce que je vais présenter. Ensuite, comme j'ai mentionné, M. Estinez va parler de la préparation du dossier annuel des enjeux que son organisme, le groupe Investissement responsable, prépare à chaque année. On vient de diffuser, ça a été fait la semaine dernière, M. Estinez nous le mentionnait il y a un moment. On a publié le dossier pour 2023, donc qui est disponible sur le site du groupe Investissement responsable. Ensuite, on entendra la présentation de M. Magnan, M. Magnan qui va parler de l'investissement à l'ère ESG. Je vous mentionne cependant que M. Magnan, on a enregistré la présentation la semaine dernière parce que il est retenu ce soir étant membre du conseil d'administration du Mouvement Desjardins. On l'a convoqué à une réunion préparatoire et on a choisi d'enregistrer sa présentation la semaine dernière, mais je pense que vous ne verrez pas comme telle la différence compte tenu là, du format du webinaire de ce soir. Alors, investissement responsable dans le concours Bourstad, il y a d'abord le guide d'investissement responsable, il y a certains concepts en investissement responsable et en développement durable, des aspects relatifs à l'investissement responsable dans la plateforme Bourstad et le test de qualification du volet investissement responsable du concours Bourstad 2023. Alors, le guide a été mis à jour et vous pouvez le retrouver sur la plateforme dans les ressources documentaires. C'est dans le dossier matériel pédagogique, contenu pédagogique. Alors, ce guide est composé de 9 sections. D'abord, une définition de l'investissement responsable, présentation des stratégies de l'investissement responsable, une présentation historique de ce concept, de ce mouvement de l'investissement responsable et de la responsabilité sociale de l'entreprise. Ensuite, on regarde la performance ESG, qui va faire l'objet d'ailleurs de la présentation de M. Magnan un peu plus tard. Comment on évalue cette performance? Il y a une section où il est question des spécialistes de l'investissement responsable. Vous avez ensuite une section sur les stratégies industrielles en matière de développement durable. D'abord, les grappes de technologie propre et une autre section sur ce qu'on appelle aujourd'hui l'économie circulaire. Finalement, il est question de l'investissement responsable dans une simulation Bourstad. Je vais, d'abord, le guide inclut 2 sections tirées d'un ouvrage que Cyrano a produit en 2019, un ouvrage qui s'est appelé « Le développement durable à l'ère des changements climatiques », ouvrage d'ailleurs qu'on peut se procurer
en libre accès sur le site de l'éditeur. C'est tout à fait gratuit si vous suivez ce lien que vous retrouvez dans la présentation PDF la version PDF de ma présentation que vous pouvez retrouver sur la page que Mme Blouin a mise à votre disposition sur le site du Cyrano. Vous avez le lien pour accéder à cette page dans la section des échanges, de chat du forum de ce soir, de la conférence de ce soir. Alors, investissement responsable dans les simulations Bourstad. Alors, on a le guide du volet investissement responsable, comme je viens d'en parler. Alors, dans le contenu pédagogique, il faut chercher par ordre alphabétique le guide du volet investissement responsable. Alors, dans la gestion de portefeuille, aujourd'hui, on ne peut pas passer à côté de cet aspect qui est l'investissement responsable. Alors, vous avez la possibilité de définir la sensibilité de votre épargnant ou les aspects relatifs à l'investissement socialement responsable. Vous avez indiqué aussi dans votre stratégie, allez-vous prendre en compte les risques extra-financiers que sont les risques environnementaux, sociétaux et de gouvernance. Finalement, quand vous faites une transaction, vous pouvez, dans un délai de 48 heures dans le concours, apporter une justification en lien avec ces risques extra-financiers que sont l'environnement, la société et la gouvernance. Plus spécifiquement pour le concours, il y aura le questionnaire de qualification qui va être administré entre le 13 mars et le 26 mars. Questionnaire qui est composé de 40 questions, dont 2 à développement, une quarantaine de questions, ça peut être un peu plus, un peu moins, là. Et questionnaire qui est évalué de façon automatisée, mais qu'ensuite, un jury regardera pour des questions à développement, jury dont d'ailleurs fait partie un de nos conférenciers de ce soir, M. Estinez. Alors, il y a des grands prix qui vont être remis pour l'investissement responsable. Alors, au secondaire et au collégial, dans les deux cas, un premier grand prix de 1 000 et un deuxième grand prix de 500 $. Alors, dans le grand public, il y a un grand prix de 1 000 $. Alors, quand on fait une transaction, on a 48 heures pour la justifier en lien avec les aspects environnementaux, sociaux ou liés à la gouvernance. Bon, le test de qualification, j'en ai parlé il y a un moment. Les 2 questions à développement sont structurées et vous avez la possibilité de prendre connaissance du libellé précis de ces questions qu'on a diffusé d'ailleurs aujourd'hui dans les ressources documentaires du site. Je vais indiquer dans un moment comment vous retrouvez ça. Alors, à nouveau, la période d'administration, c'est du 13 mars, 8 heures le matin, au 26 mars jusqu'à la fin de la journée. 26 mars, un dimanche, jusqu'à la fin de la journée. Alors, il y a un contrôle d'accès qui fait que uniquement les participants au concours peuvent accéder à ce test. Alors, si vous êtes dans un tandem, vous pouvez effectuer le test, mais il faut le faire individuellement. Alors, chaque membre du tandem peut effectuer le test en se connectant avec son propre code d'accès à la plateforme. Chaque participant peut tenter le test 2 fois et à chaque fois, on a une durée de 90 minutes pour compléter le test. Alors, les questions à développement, ici, on n'a pas de libellé complet parce que il y a une structure qui est exigée pour répondre à ces questions. Alors, il s'agit de vous dire que la première question, c'est une proposition d'actionnaire pour une compagnie transigée dans le concours, un aspect que va d'ailleurs développer M. Estinez dans sa présentation. Et l'autre question, c'est de présenter 3 enjeux actuels de l'investissement responsable et du développement durable. Alors, on a diffusé un communiqué mise en ligne du test de qualification pour le volet investissement responsable. Alors, on a diffusé ça aujourd'hui. Donc, c'est dans la documentation. Comment ça fonctionne? Ici, c'est par ordre alphabétique. Donc, elle est à la lettre M, mise en ligne. Et également, pour les directives, quand vous êtes dans le concours, Bourstad, vous voyez apparaître dans le groupe simulation test investissement responsable, vous avez les directives et on vous indique, au bas de cette page, vous avez le bouton sur lequel vous avez à cliquer pour vous rendre à l'application qui administre le test entre le 13
mars et le 26 mars à l'intérieur de la période d'administration. Alors, c'en est terminé pour ma propre présentation. Alors, quelques mots sur M. Estinez. M. Estinez, détenteur d'un MBA, est administrateur agréé. Il est co-directeur général du groupe Investissement Responsable. Il œuvre dans cette organisation depuis bientôt 10 ans. Il a été analyste en investissement responsable auprès de Desjardins entre 2013 et 2016. Il est membre du jury du concours Bourstad depuis 2016. Alors, j'invite maintenant M. Estinez à nous présenter à la fois la préparation du dossier et les propositions d'actionnaires. Oui, merci, M. Bourget. Je vais remettre la présentation au début. Et on va partir. Pardon. Bon, est-ce que c'est partagé? Oui, on voit très bien. C'est bon, c'est parfait. Oui. Alors, bonsoir à tous. Ça me fait plaisir de vous présenter nos activités, puis essayer de vous aiguiller au mieux dans cette tâche qui va vous incomber. Alors, pour vous présenter rapidement, GIR, donc Groupe Investissement Responsable. Nous sommes une PME basée à Montréal depuis 2000, donc on a célébré discrètement pendant la Covid nos 20 ans d'existence. Vous avez une petite fresque là avec des grandes étapes de l'entreprise. Donc moi, c'est ça, je travaille depuis 2013, j'étais employé jusqu'en 2020 où donc notre ancien directeur Olivier Gamache a effectué une transition et donc avec un autre employé, on a racheté la majorité de ses actions. Et nous voilà maintenant donc à la tête de l'entreprise. Et en fait, dans la même année, on a racheté l'ensemble des activités de vote de Share, qui est un OBNL basé à Vancouver et qui a le bureau à Toronto aussi. Share faisaient du vote et font surtout du dialogue. Ils voulaient se recentrer sur le dialogue, donc faire dialoguer entreprises cotées en bourse et investisseurs. Nous, notre spécialité, c'était le vote, donc on a fait pas cette fusion, mais cette transaction qui était intéressante pour tout le monde. Donc, en termes d'activité, nous, le principal pôle d'activité, je dirais, c'est l'exercice du droit de vote, dont je vais vous parler juste après. On fait de la recherche aussi, donc dont le rapport des enjeux qui vient d'être publié. Donc, c'est un rapport annuel qu'on fait sur les principaux enjeux ESG qu'on identifie. Donc on a fait le webinaire la semaine passée, puis donc le rapport est disponible gratuitement sur notre site web si vous voulez aller le visiter. Ça pourrait d'ailleurs vous donner quelques idées pour vos recherches. À côté de ça, on fait de la revue de portefeuille, donc identifier les risques et opportunités ESG liés à la détention de certains titres ou encore de la notation, donc qui est en fait de l'évaluation et non pas financière, mais extra-financière, donc basée sur des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance. On a des activités de consultation, mais un peu plus moins développées, je dirais. C'est vraiment le vote en premier, la recherche, puis après la consultation. Nos clients, ce sont des investisseurs institutionnels, donc ça veut dire à peu près tout sauf des particuliers. Donc on a des régimes de retraite, on a des gestionnaires de portefeuille, on a donc des fondations, des fonds de travailleurs, communautés religieuses, fondations. Donc vous voyez, c'est un spectre assez large qui ont chacun des objectifs et une vision de l'investissement différente, mais qui se retrouvent quand même sur des thématiques communes, et notamment autour de l'investissement responsable. Donc, je vous parlais du vote. J'essaie de pas trop m'éterniser, mais ça va vous planter un peu le décor pour essayer de comprendre notamment la partie sur qui vous est demandé de faire, donc ce qui va vous être demandé de faire, donc de rédiger une proposition d'actionnaire. Donc, qu'est-ce que c'est le vote? Donc, vous le savez en tant que citoyen, vous savez ce que c'est. Mais en termes d'entreprise, le vote, c'est lié aux assemblées générales. Donc, c'est-à-dire que chaque année, une fois par an, une entreprise cotée en bourse doit tenir son assemblée générale avec ses actionnaires, ses principaux actionnaires. Et dès qu'on détient une action d'une entreprise cotée en bourse, on a le droit de voter à l'assemblée. En général,
chaque action donne droit à un droit de vote, donc à une voix. Qu'est-ce qui est décidé ces assemblées-là? On va en reparler un peu plus tard, mais essentiellement, c'est qui compose le conseil d'administration, quelle va être la rémunération des dirigeants et quelle va être la firme qui va réviser les comptes, donc les états financiers. Le pourquoi de notre activité, c'est vraiment que les investisseurs institutionnels ont souvent des grands portefeuilles, donc détiennent des centaines, parfois des milliers de différentes entreprises. Et s'ils voulaient effectuer une revue diligente de leurs actifs en termes ESG, ce serait compliqué. Ils font déjà parfois eux-mêmes ou parfois par l'intermédiaire de leur gestionnaire de portefeuille, une analyse purement financière, donc basée sur les états financiers. Mais de plus en plus, certains investisseurs, ce n'est pas le cas pour tous, mais certains voient une valeur à considérer les aspects environnementaux et sociaux, au moins à côté ou parfois au même niveau que les aspects financiers. Donc jusque-là, tout va bien, sauf que le problème, c'est que à peu près, si on regarde l'Europe, l'Amérique du Nord, on a 80% des assemblées générales qui tombent en dedans de 8 semaines, donc autour de fin mars jusqu'à début juin. Ce qui fait qu'il y a une espèce d'embouteillage où on va avoir, qui vont succéder parfois la même journée, les assemblées de Amazon, Couche-Tard, Apple, Ford, General Electric, Siemens, bref, toutes les grandes multinationales qui peuvent être dans des portefeuilles d'investisseurs, vont avoir leurs assemblées générales back-à-back, comme on dit, donc qui vont se suivre. Qui va être compliqué pour un investisseur de suivre toute cette actualité-là et tous ces enjeux à suivre. Ce qui est un peu la raison d'être de notre modèle d'affaires. On est ce qu'on appelle un agent de vote. Donc, ils vont en fait conseiller les investisseurs dans l'exercice de leur droit de vote. Donc, on va en fait, la plupart du temps, les investisseurs ont ce qu'on appelle une politique de vote. Donc, c'est un document qui peut aller de 5 à 20 ou 40 pages, qui va détailler un peu, qui va essayer d'anticiper les principales positions, les principales propositions qui vont être soumises au débat, qui vont être en fait soumises au vote des actionnaires. Et donc, nous, on va soit simplement conseiller et mettre une recommandation de vote, ou aller un peu plus loin, puis complètement voter pour l'investisseur. Comme ça, pour lui, c'est bien plus facile. Donc, depuis des années, on a bâti cette expertise-là. Et en mutualisant en fait les portefeuilles de nos clients, ça devient intéressant pour nous. Donc, le schéma en dessous, c'est un peu récapitulatif. Je n'entrerai pas trop dans le détail, mais en gros, l'entreprise émet ses documents. Donc, en général, le rapport annuel, puis ce qu'on appelle la circulaire, qui est le document où il va y avoir toutes les propositions qui vont être soumises au vote des actionnaires. Ça passe au gardien de valeur, qui est l'équivalent de la banque pour les investisseurs, qui va émettre une alerte à Broadridge. Donc, Broadridge, c'est la plateforme où on enregistre les votes. Et nous, en bout de ligne, donc soit l'investisseur, soit l'agent de vote reçoit ce qu'on appelle une procuration, donc qui va permettre de voter à l'Assemblée. En retour, on fait l'analyse, on soumet les votes sur la plateforme Broadridge, qui transmet les votes alors soit au gardien de valeur, soit à l'entreprise directement, pour enregistrer les votes. Donc, je ne rentrerai pas dans le détail, puis vous n'avez pas besoin de retenir ça à la limite, mais pour vous expliquer un peu la chaîne et où est-ce qu'on se positionnait dans tout ça. Ça, c'est pour vous donner une idée un peu rapidement de ce qu'on peut produire. Donc, c'est un rapport de vote. Donc là, c'était pour Nike il y a 2 ans, 2021. Donc, vous voyez, l'Assemblée était le 6 octobre. Oui, le 6 octobre. Et donc, les différentes propositions. Donc, il y avait l'élection de 3 administrateurs, qui sont les 3 premières propositions. Un vote consultatif sur la rémunération des dirigeants, donc c'est-à-dire vote consultatif se passe par opposition au vote contraignant. Donc, ça veut dire que les actionnaires sont consultés sur la rémunération des dirigeants. Donc, mais le vote n'est pas contraignant. Ça veut dire que même si il y avait une grande majorité d'actionnaires qui s'opposaient à la rémunération,
l'entreprise ne serait pas tenue juridiquement de faire quoi que ce soit. C'est une simple consultation. Sauf que dans les faits, c'est une très mauvaise presse à l'entreprise d'avoir des votes, d'avoir des faibles niveaux de vote. Donc, en général, elles réagissent, elles sont très réactives face au vote des investisseurs. La troisième proposition, donc, comme je vous disais, c'était ce qu'on appelle la firme de vérification en français, ou plus communément appelée auditeur. Donc, qui est-ce qui va vérifier les états financiers? Puis après, on avait donc plusieurs propositions d'actionnaires. Donc, les premières propositions, ce sont les propositions soumises par la direction. À partir de la quatrième, c'est des propositions soumises par les actionnaires. Donc, certains actionnaires qui vont venir challenger l'entreprise et lui demander un peu de rendre des comptes sur certains sujets. Donc, on voit la quatrième, c'est divulguer les contributions politiques. Donc, combien l'entreprise verse à certaines organisations ou à certains hommes ou femmes politiques directement. Ensuite, on a une proposition sur les droits de la personne et l'impact que ça peut avoir sur l'approvisionnement en coton. La sixième, donc sur les écarts salariaux en fonction du genre et de l'origine ethnique. Donc, on a toute une flopée, je dirais, de propositions comme ça qui peuvent être, alors dépendamment en fait de l'entreprise. Parfois, c'est pas obligatoire qu'il y ait des propositions d'actionnaires, mais on va dire dans les entreprises qui ont une grande exposition, souvent les investisseurs sont un peu plus vigilants et donc c'est pas rare qu'ils soumettent une ou deux propositions d'actionnaires. Le record est ces dernières années pour Amazon, qui a, alors si je dis pas de bêtises, l'an passé c'était au moins 12 et si je me souviens bien, c'était autour de 15 propositions d'actionnaires. Donc, ce qui est vraiment énorme, parce que la moyenne c'est entre 0 et 2. Mais là, Amazon, ça fait au moins 2 ans qu'ils ont plus que 12 propositions d'actionnaires. C'est vraiment énorme. On en parle d'ailleurs dans le rapport des enjeux, pour faire un peu de publicité, si ça vous intéresse, de tous les enjeux autour du secteur de la techno, notamment aux États-Unis. Pour vous donner un peu de contexte sur ce qu'on fait, puis après on va aller vraiment sur la recherche et puis ce qui vous est demandé. Donc, on a une quarantaine de clients au Canada. Donc, comme je disais, on existe depuis 20 ans. On gère 8 politiques, donc c'est-à-dire qu'on a certains clients ont une politique, donc c'est ce qu'on appelle plus politique custom, ou sinon certains d'autres clients partagent une politique. Donc, ils sont propriétaires. C'est un groupe d'investisseurs qui se met ensemble pour avoir plus de poids et donc partager une politique. On couvre à peu près 2500 entreprises pour la recherche. On vote, dépendamment des années, autour de 2700, 3000 assemblées par an, et on a au total 4500 entreprises dans notre base de données. Et pour vous donner une idée, donc nos clients en actifs sous gestion autour de 100 milliards de dollars canadiens. Donc, comme je vous disais, rapport des enjeux, qui est un des projets qu'on mène et qu'on vient d'achever la semaine passée. C'est un rapport annuel qu'on publie depuis les 20 dernières années, qui fait donc un tour des principaux enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance pour les entreprises cotées en bourse. On a on va dire, on a un focus, on a un biais pour l'Amérique du Nord. On regarde les sujets un peu partout dans le monde. Et vous avez le lien donc, sur le site gr-canada.com, dans la rubrique publication, vous avez les derniers rapports qui ont été publiés. Là, je vous ai mis un condensé de sites que j'utilise. Là, c'est un peu ma boîte à outils dont je vous fais cadeau. Donc, pour les propositions d'actionnaires, au début, je vous ai mis quelques-uns. Alors, évidemment, il y en a beaucoup plus que ça, mais c'est ceux qui sont actifs au Canada et aux États-Unis. Donc, on a le MEDAC, qui est un OBNL basé à Montréal, qui est un acronyme pour Mouvement d'éducation et de défense des actionnaires. Puis le reste, donc, c'est des OBNL et des gestionnaires d'actifs américains, très actifs pour ce qui est de soumettre des propositions d'actionnaires. Donc, As You Sow, Mercy, Harrington, puis Trillium.
Vous pouvez aller sur leur site, il y a souvent beaucoup de données et surtout les propositions qu'ils soumettent. On a aussi des regroupements d'actionnaires. Donc, je vous mentionnais Share tantôt, qui est notre partenaire, donc canadien. Sinon, il y a CRS, ICCR, qui est un regroupement d'investisseurs ou de gestionnaires pour des communautés religieuses. C'est un mouvement œcuménique, donc de n'importe quelle confession. Puis il y a aussi le Investor Advocates for Social Justice, donc un peu plus thématique sur les problématiques de justice sociale, mais toujours intéressant. Ça, c'est vraiment pour la partie proposition d'actionnaire. Donc, pour ce que je vous conseille, en tout cas, allez vraiment voir. Puis là, oui, ça fait de la publicité, mais faut aller lire en partie le rapport qu'on a soumis, qu'on a publié, et aussi les différents sites que je vous propose là. Ça vous donnera un peu une idée de cet environnement-là et d'une proposition d'actionnaire. On va détailler ça dans quelques instants après. Juste, je vais passer rapidement, je ne vais pas tout détailler, mais quelques sites de référence qui pourraient vous aider un peu dans la compréhension de certains enjeux. Donc, c'est bon pour l'exercice de bourtade, mais plus généralement pour votre connaissance personnelle. Quelques sites que je considère vraiment importants en gouvernance. C'est un blog en fait de l'école de droit d'Harvard, qui est en fait spécifiquement sur la gouvernance des entreprises. Ils font des récapitulatifs chaque semaine sur les principaux rapports, articles ou opinions qui peuvent sortir en gouvernance. Donc avec encore une fois un angle de vue très nord-américain, mais très intéressant, le blog d'Harvard. Davis, qui est une firme d'avocats, si je ne me trompe pas, puis le Conference Board, très bonne ressource. Il y en a un d'ailleurs pour les États-Unis, puis il y a le Conference Board of Canada pour les problématiques plus canadiennes. Sur les changements climatiques, il y a à peu près des dizaines, si ce n'est des centaines de sources. J'ai choisi Science Based Target Initiative parce que c'est à mon sens une de celles qui est les plus, on va pas dire fiables, mais les plus rigoureuses en termes d'analyse. J'aurais pu citer Climate Action 100+. Donc, si vous cherchez CA 100+, qui est un regroupement d'investisseurs autour des problématiques climat. Il y en a bien d'autres, honnêtement, mais je suis sûr que vous tapez changement climatique, ne serait-ce que dans LinkedIn, ça va vous sortir de multiples sources. En termes de tout ce qui est droits humains, ça c'est vraiment quelque chose qu'on consulte, je dirais presque à tous les jours dans notre travail. C'est le Business and Human Rights Resource Center, qui agrège plusieurs articles de presse, plusieurs rapports sur les entreprises, qu'elles soient privées, donc non cotées ou cotées. Ils font un très bon travail en fait pour taguer, donc pour mettre des étiquettes sur chaque enjeu. Donc pour n'importe quel événement, on va avoir quelle entreprise ça concerne, quel périmètre géographique, quel enjeu, la date. Donc ça va être vraiment utile pour effectuer des recherches. En termes de toujours gouvernance, on a Influence Map pour tout ce qui est lobbying, l'index CPA Clean pour tout ce qui est contribution politique, donc les dons, en fait, donations politiques. Puis donc les autres, donc ça, on rentre après dans quelque chose de très précis là, pour la chaîne d'approvisionnement, les pénalités qui peuvent être infligées aux entreprises et les paradis fiscaux. Donc des sites très spécifiques, mais non moins intéressant. En ce qui concerne donc les propositions d'actionnaires, c'est ça un peu plus qui nous intéresse. Si vous aurez donc à faire, comme disait M. Bourget, rédiger une proposition d'actionnaire, puis identifier des enjeux. Donc, ce qu'on vient de voir, ça va être plus ce qu'on vient de voir juste avant, sur plus l'identification des enjeux. Ça pourra vous aider. Pour ce qui est des propositions d'actionnaires, il y a deux sites principalement à aller regarder.
Edgar, puis CEDAR. Donc Edgar, qui est l'outil de recherche aux États-Unis de la Commission des valeurs mobilières, donc un peu l'équivalent de l'AMF, si vous voulez, l'autorité des marchés financiers, mais pour les États-Unis. Donc sur ce site-là, les entreprises cotées en bourse ont l'obligation de déposer leurs documents. Donc, comme je l'ai inscrit, le rapport annuel, la circulaire de direction, minimalement, pour les assemblées générales. Au Canada, c'est le même site, mais ça s'appelle CEDAR, qui commence à dater un peu, mais il va être rafraîchi. Il y a un projet de mise à jour qui est en cours pour aller chercher les documents des entreprises. De façon plus simple, vous pouvez aller chercher, si vous avez une entreprise en tête, vous pouvez aller directement sur le site de l'entreprise dans la section relations investisseurs, ou en anglais, ça va être en anglais souvent, Investor Relations. Vous allez trouver tout ce qui est, faut chercher un petit peu, mais normalement, ça va être l'onglet General Meeting ou Annual Meeting ou Shareholder Meeting, bon, quelque chose meeting, parfois Shareholder Information ou Governance. Bref, il faut fouiller un peu la section Investor Relations. Et, si vous passez un 5-10 minutes, vous allez finir par trouver la circulaire, donc en anglais circular, et le rapport annuel, Annual Report. D'autres sources peut-être pour identifier des enjeux. Un qui est très utile, Proxymonitor, qui en fait rassemble l'ensemble des propositions d'actionnaires qui sont soumises aux entreprises donc Fortune 250. Donc Fortune 250, c'est les 250 entreprises américaines ayant les plus grands revenus, les revenus les plus élevés. Donc c'est vraiment une règle assez simple. Et donc sur le site Proxymonitor, vous trouverez donc les propositions de l'an passé, donc 2022, mais ça peut vous donner une idée déjà un peu de la rédaction et de qu'est-ce qui compose une proposition d'actionnaire, même si je vais vous l'expliquer dans quelques minutes. En termes de d'autres sources, il y a Semler Brossy qui tient à jour les votes consultatifs, ce qu'on appelle perdus, c'est-à-dire les entreprises où les actionnaires se sont prononcés à majorité contre la rémunération. Donc, des entreprises un peu à surveiller, parce que ça veut dire que les actionnaires estiment que les dirigeants sont trop payés, ou en tout cas que n'ont pas payé leur juste valeur par rapport à leur performance. Une autre source une autre source intéressante chez Echo. Donc Echo, c'est un de nos partenaires et clients. Ils sont basés à Montréal aussi, une PME qui font du dialogue. Donc un peu comme Share, ils font dialoguer investisseurs et entreprises. Et il publie un rapport d'activité, donc sur une base, si c'est plus annuel, c'est trimestriel, en tout cas un des deux, où donc il y a beaucoup d'informations là-dedans, très qualitatif comme publication. Et un dernier, je vous le mets, mais ne vous perdez pas dedans parce qu'il est c'est presque abyssal. Corpgov.net, qui existe depuis, je pense, peut-être une vingtaine d'années, ou au moins une quinzaine d'années. Corpgov.net, donc qui est tenu à jour par un investisseur, un particulier aux États-Unis, mais qui est une mine d'or et d'informations qui lui-même répertorie d'autres liens, et il soumet quelques articles, donc très intéressant. En termes de, là je vous ai mis un peu la distinction, j'en parlais tantôt là, c'était qu'est-ce qu'il y avait dans une assemblée annuelle. Donc je vous l'ai remis ici, ça c'est surtout, c'est valable en fait c'est valable partout, mais surtout en Amérique du Nord. L'élection du conseil d'administration. Donc le conseil d'administration, normalement, c'est des gens indépendants, donc ce n'est pas des dirigeants, c'est des gens extérieurs à l'entreprise la plupart du temps. Parfois, il peut qu'il y ait certains dirigeants qui y siègent, mais en général, c'est des gens externes à l'entreprise qui se réunissent, donc 5 personnes, 10 personnes, parfois un peu plus, 12, 18 personnes, qui se réunissent, qui composent le conseil d'administration, donc qui va un peu valider les orientations de la direction. Et
et valider certaines grandes décisions. Le choix de l'auditeur et donc la rémunération des dirigeants, comme je le disais. Je vous ai parlé un peu de la proposition d'actionnaire, donc la possibilité pour un actionnaire de challenger l'entreprise. Et pourquoi ils le font? Donc, souvent pour avoir plus de divulgation, donc plus d'informations. Parfois pour interpeller l'entreprise sur un sujet en particulier, donc notamment pour des problématiques sociales, ça peut se faire. Notamment, il y a eu beaucoup de mouvements aux États-Unis après donc l'assassinat de George Floyd. Il y a eu ce qu'on appelle des audits. Alors en français, la traduction serait audit sur l'équité raciale. Donc en fait, c'est des investisseurs qui demandaient aux entreprises de faire un audit de leur politique et de leurs pratiques par rapport à leur impact en termes d'équité raciale. Donc en gros, est-ce que au niveau de leurs parties prenantes, au niveau de leurs employés, au niveau de leurs clients, au niveau de leurs fournisseurs, ils avaient un traitement différent en fonction de l'origine ethnique au niveau de la couleur de la peau, tout simplement. Donc voilà, c'est ce genre de sujet qu'on peut aborder, ou tout simplement montrer son mécontentement et son désaccord sur certains sujets. La plupart du temps, l'entreprise va recommander de voter contre les propositions, tout simplement parce qu'ils estiment que si ils sont, s'ils avaient, en gros, ils préféreraient soumettre eux-mêmes ces idées-là. Donc, en général, ils vont s'opposer aux propositions des actionnaires. Cependant, depuis quelques années, on voit certaines entreprises qui soutiennent les propositions d'actionnaires, donc qui vont dans le même sens que leurs actionnaires, qui donnent les résultats de vote imposants qu'on voit à droite. Donc, au moins sur les 4 premières entreprises, des niveaux de vote comme ça, 99-98%, ça veut dire que l'entreprise a recommandé de voter en faveur de la proposition d'actionnaire, donc ce qui donne des taux très importants. Je ne passerai pas à travers tout parce que j'ai déjà pris pas mal de temps, mais le genre de sujet, encore une fois, que vous voyez, relations avec les Premières Nations, les émissions de méthane, fiabilité des divulgations, la politique climatique, les emballages plastiques et l'utilisation de gaz naturel. Donc, c'est le genre de sujets qui peuvent être abordés par les actionnaires. Puis pour finir, j'aurais peut-être pu vous montrer plus tôt, mais ça, c'est ce que vous allez trouver dans donc, les fameuses circulaires de direction pour l'Assemblée générale. Ça, c'est une proposition d'actionnaire qui avait été déposée chez BMO par le MEDAC, justement. Donc, j'ai pris un exemple canadien. Donc, vous avez toujours au début qui est le proposeur. Il se peut qu'il ne se dévoile pas, mais en général, à des fins de praticité, il va se nommer. Donc, on a le proposeur au début. Ensuite, on a l'énoncé, donc qui commence souvent par « il est proposé que ». Donc, vraiment l'intitulé de la proposition. En général, c'est une phrase, donc on fait une proposition. Donc, proposition afin de. Puis donc là, il faut que ça tienne en une phrase. Ensuite, vous avez donc l'argumentaire, qui sont les arguments du proposeur, donc de celui qui soumet la proposition. Et en dessous, donc, la réponse de l'entreprise, donc les arguments, la plupart du temps, contre. Là, vous voyez, sous réponse de BMO, c'est inscrit, le conseil d'administration recommande aux actionnaires de voter contre cette proposition. Parce que blablabla, ils expliquent pourquoi. Donc, ça va toujours être cette structure, à peu près n'importe où dans le monde, ça va être le proposeur, l'énoncé, l'argument du proposeur et la réponse du conseil. Voilà qui fait le tour. Pour ma part, je ne sais pas si je vais remettre le chat, voir s'il y a des questions qui pourraient émaner. On n'a pas reçu à ce moment-ci, mais peut-être que maintenant que M. Estinès a terminé sa présentation, est-ce qu'on va recevoir des questions? On peut peut-être attendre quelques secondes pour voir si des questions sont formulées. Alors, écoutez, en attendant, Thomas, je vais vous remercier certainement pour cette belle présentation qui nous explique aux profanes que nous sommes, là, la complexité, en fait, du travail que vous faites, à produire annuellement là, ce rapport sur les enjeux. Et c'est quand même, il y a un écosystème assez sophistiqué là, pour traiter ces propositions. Hein. Je pense que vos clients, d'une part, il y a une plateforme
où vous acheminez les votes. Ça va vers le gardien des valeurs, en fait. Mais on comprend aussi, vous avez donné un peu les paramètres, hein, dans une période de 8 semaines, il y a des milliers de compagnies qui vont tenir leurs assemblées. Donc, ça prend une technologie là, très à point pour soutenir ça. Effectivement, c'est toujours challengeant. D'ailleurs, le webinaire tombe bien parce qu'on est un peu avant, mais toujours une période très occupée. Puis, grâce à l'expertise qu'on a bâtie, on est capable de passer à travers, mais souvent, c'est compliqué, ne serait-ce que pour un gestionnaire de portefeuille ou n'importe quel investisseur, d'allouer une ressource pour un temps déterminé. Non seulement que c'est la former, la maintenir à jour, puis qu'elle soit efficace pendant une période de temps très limitée. C'est des enjeux qui ne sont pas évidents, donc qui justifient un peu notre existence. Alors, je pense que votre présentation a été très claire parce que l'auditoire ne nous envoie pas de questions. Remarquez que ce sera encore le temps d'en envoyer Ouais. parce qu'il y aura une période de questions après la présentation de M. Magnan. Alors, je vais dire quelques mots au sujet de M. Magnan, si vous permettez. Alors, donc, oui, il faut que je partage mon écran parce que je ne suis pas en partage encore là. Donc, je vais revenir. Je partage mon écran. Voilà. Donc, M. Magnan est professeur de comptabilité à l'Université Concordia. Enfin, il est professeur-chercheur distingué de l'université à l'école de gestion John Molson, titulaire de la chaire de gouvernance d'entreprise Stephen A. Jarislowski, hein, un important investisseur, gestionnaire d'entreprise ici qui a fait carrière à Montréal, membre distingué également de l'Ordre d'excellence en éducation du Québec et, je l'ai dit, je pense, fellow Cyrano. Alors, si vous voulez, Madame Blouet va maintenant partager l'enregistrement qu'on a fait la semaine dernière de la présentation de M. Magnan. Alors, j'invite Mme Blouet à faire cette présentation. Merci, M. Bourget. Heureux d'être avec vous ce soir. Donc, je vais vous parler d'investir à l'aide ESG. Donc, ma présentation va porter un peu sur quel est le concept ESG, qu'est-ce que ça veut dire, puis quelles en sont les implications, tant pour les investisseurs que pour les entreprises. Bon, j'amènerai ma présentation. Voilà, c'est bon. On le met en mode de chaud. Voilà, bon. Donc l'agenda, c'est quels sont les facteurs ESG? D'où cela vient-il? Qu'est-ce qui sous-tend la montée des facteurs ESG? Et en dernier lieu, comment mettons en œuvre l'investissement ou l'analyse des entreprises en fonction de facteurs ESG? Donc, tout ça pour vous, peut-être pour commencer, que ESG, c'est loin d'être un sujet très simple. C'est même un sujet très controversé. L'été dernier, la revue que vous connaissez peut-être, The Economist, a eu un numéro spécial sur ESG, justement. Et leur point de vue dans leur analyse, c'est que finalement, ESG, c'est trop complexe. C'est trop compliqué, il y a trop de contradictions là-dedans et que d'après eux, on devrait se concentrer sur le E, donc le facteur environnemental, et laisser de côté un peu les facteurs S, social, et G, gouvernance. Et dans le E, on devrait se concentrer sur les changements climatiques, les risques liés au changement climatique. Donc ça, c'est le point de vue des économistes, qui est d'ailleurs partagé par plusieurs organisations, plusieurs entreprises. D'un autre point de vue, vous avez ici, je dirais, le contre-argument. BlackRock, qui est le plus grand gestionnaire d'actifs au monde, qui gère des milliers de milliards de dollars. À chaque année, le président de BlackRock écrit une lettre au PDG des PDG des entreprises dans lesquelles BlackRock investit, et il les incite fortement à considérer ESG
dans leur édition de compte, dans leurs opérations. Ici, vous avez la lettre de 2020, mais à chaque année, le ton est un peu similaire. Et bon, par exemple, en 2018, j'ai écrit pour exhorter chaque entreprise à articuler son objectif et commencer à contribuer à toutes ces parties prenantes, y compris les actionnaires, les employés, les clients et les communautés dans lesquelles elle opère. Nous avons vu en quel point les entreprises déterminées avec de meilleurs profils environnementaux, sociaux et de gouvernance ont surpassé leurs pairs durant l'année 2020. Donc, BlackRock met de l'avant une perspective plus, je dirais, globale, où E, S et G sont considérés comme importants. Ce point de vue de BlackRock, évidemment, fait l'objet de plusieurs débats aux États-Unis. Débats politiques et débats financiers. Mais vous avez comme un peu l'autre, je dirais, la perspective plus classique qui est montante en matière d'ESG. Maintenant, qu'est-ce que c'est ESG? ESG, c'est environnemental, social et gouvernance. Donc, c'est un type d'investissement qui est aussi connu comme investissement durable. Les deux appellations ne sont pas identiques, mais sont assez similaires, reflètent à peu près la même chose. C'est une appellation générique pour des investissements qui cherchent un rendement positif ainsi qu'un impact à long terme sur la société, l'environnement et la performance de l'organisation. Selon les contextes, on va aussi parler d'investissement à impact. Je vais revenir là-dessus. D'investissement responsable, d'investissement ESG ou d'investissement basé sur les valeurs. Il y a une autre école de pensée qui fait que l'investissement ESG dépend beaucoup de l'investissement responsable. L'investissement responsable, ça comprend entre autres l'investissement éthique, l'investissement ESG et l'investissement impact. Puis finalement, vous avez le Financial Times de Londres qui définit ESG comme un terme générique qui est utilisé dans les marchés des capitaux et qui est utilisé par les investisseurs pour évaluer le comportement des entreprises et déterminer leur performance financière future. Donc, vous voyez, on a une idée générale de ce que c'est ESG, mais c'est quand même un concept qui est à portée variable et selon à qui on parle et selon, je dirais, leurs intérêts. Maintenant, qu'est-ce qui sous-tend ESG? Vous avez ici des exemples, ce n'est pas exhaustif, mais lorsqu'on parle, par exemple, du facteur environnemental, donc on va se préoccuper de l'énergie qui est utilisée par une organisation, donc son efficience énergétique. On va se préoccuper de sa gestion des matières résiduelles, les déchets, bon, essentiellement, donc la protection de l'eau, de l'air et du sol. On va se préoccuper de sa contribution à la déforestation, à la biodiversité, les pénuries d'eau. On va se préoccuper beaucoup des émissions de gaz à effet de serre. On parle beaucoup de carbone, mais il n'y a pas juste le gaz carbonique là, qui est un gaz à effet de serre. Vous avez le méthane également. Donc, il y en a un certain nombre là. On va se préoccuper aussi des changements climatiques. Donc, le volet environnemental, ce sont les conséquences des actions de l'entreprise sur les êtres vivants. Les êtres vivants définis largement, c'est-à-dire et les humains et les animaux et la faune. Le volet S, le volet social, là, on se touche beaucoup aux employés, aux clients, aux fournisseurs, les individus, donc tout ce qui touche la protection des renseignements personnels, c'est dans le volet social, les conditions de travail, la mobilisation des employés. Donc, la définition, c'est des relations, la réputation qui en découle, les relations de l'entreprise avec les habitants, les institutions et les communautés où se déroulent les activités de l'organisation. Donc là, on s'est focalisé plus sur les humains en termes de relations d'affaires, si on peut dire. Et finalement, vous avez le volet G qui touche la gouvernance. Et ça, ce sont surtout les pratiques internes des contrôles et les procédures au sein de l'organisation pour faire en sorte que l'organisation se conforme à la législation, aux réglementations et rencontre les besoins des parties prenantes. Donc, ça, je dirais, ça couvre qu'est-ce que c'est ESG. En général, ça peut être plus exhaustif, mais ça vous donne une bonne idée. Maintenant, pourquoi on parle beaucoup d'ESG par les temps qui courent?
quelles sont les forces en présence? Je vous dirais qu'il y a une combinaison de facteurs qui ont joué, mais essentiellement, c'est venu beaucoup d'investisseurs institutionnels qui étaient, je dirais, qui avaient une portée ou une dimension sociale. Par exemple, si on remonte dans le temps, il y a 50 ans, des organisations religieuses. Je pourrais vous dire que un peu le début de l'investissement responsable ou de l'investissement avec une portée ESG, ce serait par exemple des institutions religieuses dans les années 70-60 qui ont commencé à militer pour que les compagnies américaines désinvestissent l'Afrique du Sud avec sa politique d'apartheid, par exemple. Donc, il y a eu tout un mouvement de différentes communautés religieuses qui prenaient parole dans les assemblées d'actionnaires et mettaient de l'avant des propositions pour avoir un investissement responsable, donc dans le fond, qui ne reconnaissent pas l'apartheid en Afrique du Sud et que les entreprises désinvestissent. Donc, là, on remonte aux origines. Mais depuis, ça a pris beaucoup d'ampleur et la portée, évidemment, dépasse beaucoup l'apartheid. Vous avez aussi les Nations unies. On joue un rôle important, je vais y revenir un peu plus tard. Et évidemment, les entreprises qui ont des besoins en capital vont chercher à des capitaux auprès d'investisseurs qui en ont. La force des choses, c'est que les investisseurs institutionnels qui ont une préoccupation sociale sont de plus en plus nombreux. On pense aux caisses de retraite. On pense aux fonds d'investissement comme celui de la Norvège, par exemple, qui a mis de l'avant beaucoup de principes en matière environnementale ou en matière sociale. Donc, ce sont les forces en présence. On va les revoir un peu plus en détail. Une des forces, c'est les principes pour l'investissement responsable. Ça, c'est une initiative de l'ONU et c'est un ensemble de principes qui sont mis de l'avant et les investisseurs institutionnels peuvent signer une charte ou un document qui les lie à la mise en œuvre de ces principes-là. Et dans le fond, les principes d'investissement responsable, c'est que l'idée de base, c'est que la création de valeur à long terme passe par un système financier mondial qui est durable et efficace du point de vue économique. Donc, dans le fond, la durabilité d'un investissement à long terme repose sur le fait que cet investissement aura un impact positif sur l'environnement et sur la dimension sociale. Les activités de l'entreprise, donc, vont contribuer au développement environnemental, au développement social. Donc, les PRI ou les Principles for Responsible Investment ont pris beaucoup d'ampleur ces dernières années et rejoignent maintenant un grand nombre d'investisseurs. Donc, ce que ça fait, ça donne une base d'action. Ça donne un alignement parmi les pratiques d'investissement. Ça permet aussi des échanges d'informations. Ça permet aussi, je dirais, de rationaliser la chose. C'est qu'on s'entend sur un ensemble de principes, les investisseurs qui participent à ces principes-là. Et je dirais, peut-être ça améliore la force de frappe de l'investissement responsable. Quels sont ces principes? Je vous les énonce ici. Donc, il y en a 6. Donc, prendre en compte les questions ESG dans toutes les décisions d'investissement. Être des investisseurs actifs qui vont prendre en compte les questions ESG dans les pratiques d'investissement. Exiger des entreprises dans lesquelles on investit de divulguer leurs pratiques, leurs réalisations en matière d'ESG. De promouvoir l'application des principes ESG et aussi de travailler ensemble, donc de pair, en cohérence, dans la mise en œuvre des principes. Et aussi, comme investisseurs, ces investisseurs-là s'engagent à rendre compte de la manière dont ils ont mis en œuvre les principes ESG dans leur propre décision d'investissement. Donc, ce n'est pas tout de dire on va les appliquer, mais comment les a-t-on appliqués et on va le divulguer. Donc, ce sont les 6 grands principes. Maintenant, ici, vous avez un graphique qui montre l'évolution du nombre de signataires et des actifs sous-jacents qui sont gérés en fonction
de principes, des principes d'investissement responsable. Donc, vous avez, attendez, là, c'est à droite, c'est le nombre de signataires de l'investissement responsable. Et à gauche, si je ne me trompe pas, ce sont les milliers de milliards de dollars qui sont investis en fonction des principes d'investissement responsable. Et vous avez l'évolution depuis 15 ans, c'est-à-dire les principes sont arrivés en 2006, justement. Donc, vous voyez qu'il y a une croissance importante et du nombre de signataires et de l'ampleur des actifs qui sont gérés par des investisseurs institutionnels qui se disent signataires des principes d'investissement responsable. Donc, ça, c'est une initiative qui a eu, je dirais, un effet d'entraînement. Une autre initiative qui gagne en ampleur depuis quelques années, ce sont les objectifs de développement durable de l'ONU. En anglais, on voit beaucoup l'acronyme SDG, donc Sustainability Development Goals. Et il y a plusieurs organisations qui, finalement, mettent de l'avant certains de ces objectifs. Maintenant, là, je vous les présente, il y en a 17, mais chaque objectif, il y a un ensemble de sous-objectifs qui découlent, là. Par exemple, si j'en prends un, pas de pauvreté. Bon, bien, pas de pauvreté, ça inclut ou ça implique un ensemble d'initiatives pour réduire la pauvreté. Évidemment, chaque organisation va privilégier un certain nombre d'objectifs qui sont cohérents avec sa raison d'être. Par exemple, si vous êtes une entreprise dans l'alimentation, dans les pêcheries, bien, probablement que l'objectif 14, la vie aquatique, vos pratiques de pêche, et l'objectif 12, consommation et production responsables, seront peut-être plus importantes et vous allez choisir de mettre de l'avant des objectifs plus spécifiques par rapport à 12 et 14. L'objectif 8, par exemple, si vous êtes une multinationale qui a des opérations dans plusieurs pays en voie de développement, bon, travail décent, croissance économique, est-ce que vos activités dans les pays en développement font en sorte que la population locale qui est affectée par votre activité bénéficie durablement de votre activité économique? Qu'est-ce que vous faites pour justement faire en sorte qu'il y ait un partage des richesses qui se réalise autour de vos activités, et ainsi de suite. Donc, les objectifs de l'ONU, plusieurs organisations, comme je le mentionnais, maintenant les mettent de l'avant et ça devient un peu une partie du vocabulaire qui est utilisé dans le monde du ESG ou de l'investissement responsable. Et derrière l'investissement responsable, derrière l'investissement ESG, derrière les principes d'investissement responsable, derrière les objectifs de l'ONU, il y a le concept de partie prenante. En placement, historiquement, on se préoccupait beaucoup. On est un investisseur, on est donc un actionnaire. On va pousser pour que l'entreprise réalise des actions, des investissements qui vont optimiser, qui vont maximiser la richesse des actionnaires. Bon, c'est je dirais la primauté est donnée aux actionnaires. Ça, c'est l'approche, je dirais, traditionnelle ou plus classique. Avec ESG, bien là, on élargit le concept de création de richesse, on élargit comment voit-on la création de valeur pour l'étendre à l'ensemble des parties prenantes qui font affaire, qui ont un intérêt aux activités de l'entreprise. Et je vous dirais que ça a peut-être gagné en primauté par le fait que, par exemple, les régimes de retraite, bien, il y a beaucoup de régimes de retraite d'employés du secteur public qui ont un poids important. On prend Teachers, par exemple, en Ontario. Vous avez aussi Homers en Ontario, donc les employés du secteur municipal, et qui sont souvent où les syndicats vont être impliqués. Et ces organisations-là vont donc avoir une ouverture à un instant, là, pas juste les actionnaires, là, parce qu'il y a des employés de ces entreprises-là qui sont syndiqués.
Créer de la valeur, ça peut peut-être vouloir dire mettre à pied tous les employés, mais là, c'est pas nécessairement bon pour le syndicat, pour les syndicats qu'on représente. Donc, il y a eu un élargissement de cette perspective-là pour penser aux parties prenantes. Et les parties prenantes, donc, c'est les clients, les fournisseurs, les employés, les retraités. Donc, tous ces gens-là deviennent un peu des sujets de préoccupation. Et l'idée étant que est-ce que l'entreprise crée de la valeur pour l'ensemble de ces parties prenantes-là? C'est l'approche qui sous-tend, je vous dirais, l'investissement ESG. Et l'idée étant qu'une entreprise va survivre à long terme si elle crée de la richesse, si elle crée de la valeur, pas juste pour les actionnaires, mais pour l'ensemble des individus qui vont faire affaire avec elle, d'une manière ou d'une autre. Maintenant, plus près de nous, et là c'est plus récent, on a des préoccupations en matière des changements climatiques. Et là, ça a un impact réglementaire. Aux États-Unis, par exemple, la Commission des valeurs mobilières, donc Securities and Exchange Commission, a récemment proposé que les entreprises divulguent de l'information à propos de tout ce qui touche leur gouvernance et leurs pratiques vis-à-vis des changements climatiques. Au Canada, on a la même préoccupation et des investisseurs comme la Caisse de dépôt, par exemple, se sont engagés dans un processus de décarbonisation de leur portefeuille et donc de réduire l'empreinte carbone des entreprises dans lesquelles elles investissent parce qu'elles se disent qu'à long terme, les changements climatiques font en sorte que notre investissement ne sera pas durable si ces changements continuent d'évoluer avec la tendance qu'on a. Il faut agir pour forcer les entreprises à réduire leur empreinte carbone. Et un des moyens, c'est que nous, comme investisseurs, c'est de choisir nos investissements et de faire des pressions, de faire des représentations auprès des entreprises pour réduire l'empreinte carbone. Et les régulateurs embarquent dans le bateau pour justement amener les entreprises à divulguer leur stratégie en matière de changement climatique et donc permettre aux investisseurs de mieux juger la pertinence de leur investissement si les entreprises vont dans le bon sens ou vont au contraire, dans le sens contraire. Maintenant, comment mettons en œuvre les facteurs ESG? Si vous êtes un investisseur institutionnel ou un investisseur individuel, vous avez, donc comme investisseur individuel, vous pouvez aussi avoir des préférences et il y a différents véhicules, des fonds mutuels qui existent qui mettent de l'avant des principes ESG. Je vous dirais qu'il y a deux grandes catégories d'investissement ESG. Donc, l'investissement ESG qui est basé sur la valeur et l'investissement ESG qui est basé sur les valeurs. Bon, là, il y a une petite nuance. Donc, basé sur la valeur, donc, si on prend cette première perspective, c'est que les questions et enjeux ESG sont vus comme autant de risques et d'opportunités économiques. Donc, c'est une source de valeur économique. Si vous êtes une entreprise qui privilégie la durabilité environnementale, qui met de l'avant les priorités sociales et qui a une bonne gouvernance, à long terme, c'est payant économiquement. C'est l'idée de base derrière l'ESG basée sur la valeur. Je vous dirais que c'est probablement la forme qui est la plus dominante actuellement. Donc, les facteurs ESG sont porteurs d'une meilleure performance économique à long terme. Mais il y a aussi l'ESG basé sur les valeurs. Et ici, on parle de valeurs morales ou de valeurs éthiques. Par exemple, l'alcool, c'est mauvais. On n'investit pas dans les sociétés qui sont impliquées dans le commerce ou la fabrication d'alcool. On n'investit pas dans des entreprises qui sont des fournisseurs d'armement ou d'armes ou dans les casinos. Bon. Ça, ce sont des valeurs morales. Et donc, vous avez quand même un volet d'investissement ESG qui est basé sur cette approche-là. Toute la finance islamique pourrait être considérée comme l'investissement ESG basé sur les valeurs. Donc, c'est
pas nécessairement le courant dominant, mais c'est quand même un courant qui, lui aussi, quand même prend de l'ampleur. Et à l'intérieur de l'ESG basé sur les valeurs, ce qu'on voit beaucoup, c'est l'investissement à impact. Donc, comme investisseur, vous allez être prêt à accepter un rendement un peu moindre, mais pour un investissement qui va avoir un impact social ou environnemental important. Ça pourrait prendre la forme, par exemple, d'investir dans une résidence pour des personnes sans domicile fixe. Donc, vous faites un investissement immobilier et vous dites, bon, d'habitude, je recherche un rendement de 10 %, je vais me contenter de mon coût du capital, 5-6 % parce que c'est un investissement qui va avoir un impact social important au sein de la communauté dans laquelle j'évolue. Donc, ça, c'est de l'investissement à impact. C'est dans le contexte de l'investissement ESG basé sur les valeurs. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, vous êtes un investisseur institutionnel, vous faites de l'investissement, vous investissez dans toutes sortes d'entreprises. Vous pouvez lire la documentation qui est fournie par les entreprises, mais il y a aussi un ensemble de services qui vous sont offerts pour vous aider dans vos décisions. Donc, il y a des classements qui existent, des indices ou des classements ESG, puis il y a des fournisseurs de données ESG qui vont vous permettre d'analyser, qui eux-mêmes collectent des données additionnelles auprès des entreprises. Donc, les indices les plus connus, vous avez le Dow Jones, vous avez l'indice MSCI, vous avez l'indice Euronext, il y a Corporate Knights qui publie un classement aussi des entreprises les plus durables. Donc, il y a une série d'indices où là, vous allez dire le top 500, le top 50 ou le top 100, par exemple, vont vous être présentés. D'autre part, vous avez des fournisseurs de données, donc des bases de données qui vont collecter toute une gamme d'informations auprès des entreprises et qui ne feront pas de classement comme tel, mais qui vont vous permettre, comme investisseur, d'analyser les entreprises et de faire des tris, de faire de la sélection. Bloomberg, que tout le monde connaît, bon, les fameux terminaux Bloomberg, ils ont des données financières, mais il y a aussi une vaste gamme d'informations ESG. Vous avez MSCI. Donc, il y en a toute une série, là, et c'est devenu très rentable là, parce que beaucoup d'investisseurs institutionnels, la Caisse de dépôt, Teachers, ainsi de suite, là, veulent faire des investissements ESG et donc ont besoin d'informations pour pouvoir analyser les entreprises, les classer, les trier, les sélectionner. D'autre part, au-delà des services des bases de données, il y a des normes de divulgation qui existent pour encadrer les pratiques par les entreprises. Donc, les entreprises qui font des activités d'investissement. Il y en a toute une série. Peut-être celle qui est la plus importante, c'est une initiative du international. C'est tout nouveau. Vous avez un bureau à Montréal. C'est l'International Sustainability Standards Board qui vient d'être créé il n'y a pas très longtemps et qui devrait cette année mettre de l'avant 2 normes de divulgation en matière d'investissement responsable, en matière de divulgation environnementale. Donc, ça, c'est une initiative mondiale. Donc, pour mettre, je dirais, toutes les entreprises sur le même pied. Parce qu'actuellement, un des enjeux, c'est qu'il y a beaucoup d'informations, mais il y a aussi beaucoup de bruit. Puis les pratiques des entreprises ne sont pas tout à fait comparables. Supposons que vous êtes un investisseur institutionnel, vous vous demandez est-ce que je devrais investir dans Loblaw ou dans Métro ou dans Empire, parmi les chaînes d'alimentation. Alors, quelle entreprise a les meilleures pratiques ESG? Bien, ça va être difficile de les comparer parce que les entreprises n'ont pas les mêmes pratiques de divulgation. Donc, l'idée derrière le ISSB, c'est justement de standardiser les pratiques de divulgation des entreprises. Donc, ça va se mettre en œuvre. Juste ici, c'est un exemple, c'est le modèle de MSCI. Eux sont, évidemment, MSCI sont partisans de l'ESG dans une perspective de création de valeur. Donc, leur classement ESG repose sur le fait que les pratiques ESG d'une entreprise, ultimement, vont amener de la performance financière. Donc, par exemple, ici, vous avez
les quintiles de classement en fonction de ESG, donc du premier quintile au 5e quintile. Il va y avoir des canaux de transmission. Donc, un canal de transmission, meilleur est l'entreprise en termes de ESG, plus grande va être sa rentabilité. Si la rentabilité est plus élevée, il y aura moins de volatilité, ça va générer plus de flux de trésorerie. Donc, leur logique, c'est que ce qui est bon pour ESG, ultimement, va être bon pour la rentabilité. Aussi, un autre canal de transmission, c'est si on a une meilleure gestion des risques, par exemple, les risques liés au changement climatique, ben, on va avoir moins de risques, ça va avoir moins d'incidents, il va avoir moins de volatilité. Donc, performance financière, encore là, optimale. Et un autre canal de transmission, c'est si on est bon en fonction des facteurs ESG, dans la gestion ESG, on va contrôler les autres facteurs de risque. Donc, l'entreprise va avoir un risque systématique moins élevé, son coût du capital va être plus bas, ce qui va lui permettre, évidemment, une plus grande création de richesse. Donc, ça, c'est la logique du modèle ESG, qui est une logique basée sur la ESG et création de valeur. Une autre cote ESG, ça c'est une illustration, c'est la cote ESG de Asset4 qui publie qui a une base de données puis qui donne des cotes aux entreprises. Et bon, je vais juste vous donner un exemple comment la cote est construite, qu'est-ce qui est privilégié. Donc, vous avez la cote ESG, les 3 facteurs, environnemental, social et gouvernance, mais ils ajoutent à ça les controverses ESG. Donc, la cote qui est attribuée à une entreprise va être fonction de qui est objectivement observable en termes de ses pratiques en matière d'environnement social et de gouvernance, mais aussi sur les controverses que l'entreprise a rencontrées. Est-ce qu'il y a eu des scandales? Est-ce qu'il y a eu des événements médias qui ont remis en question l'entreprise? Est-ce que l'entreprise a été citée dans des procès, des poursuites, ainsi de suite? Donc, les controverses vont contribuer à la création de cette cote-là. Un enjeu, évidemment, vous vous rendez compte que les différents indices, les différentes cotes n'utilisent pas nécessairement exactement les mêmes critères avec les mêmes pondérations. Donc, ce qui crée des fois un peu de confusion. Finalement, un cas d'espèce, vous avez le classement de Corporate Knights, qui est une entité canadienne là, qui publie régulièrement un classement. Donc, vous avez son dernier classement, les top 50 au Canada. Bon, la première, c'est l'Hydro-Québec. C'est l'entreprise qui était la mieux cotée, selon eux. La 4e, BCE, Société de transport de Montréal, puis Mouvement des caisses des jardins était 36e. Donc, dans le top 50. Maintenant, il faut voir comment cet indice de Corporate Knights est conçu. Et évidemment, si vous regardez le volet ESG, le volet E, environnemental, eux, ce qui les préoccupe beaucoup, c'est l'utilisation nette d'énergie puis les émissions de gaz à effet de serre. Bien là, Hydro-Québec, évidemment, est très avantagé vu que Hydro-Québec produit de l'électricité à partir de barrages hydrauliques. Donc, il n'y a pas d'émissions de gaz à effet de serre, ou quasiment pas. Si vous comparez avec des sociétés ailleurs au Canada, qui, par exemple, ont des centrales au charbon ou des centrales au pétrole ou même des centrales au gaz. Donc, les émissions de particules, des émissions de dioxyde de soufre, donc Hydro-Québec est très avantagé de par la nature de la source de son hydroélectricité. Au niveau social, évidemment, des blessures par 200 000 heures. Bon, si vous êtes une entreprise de services financiers, comme le Mouvement des jardins, là, c'est pas un travail manuel en général. Bon, des blessures, il y en a peut-être, mais c'est quand même assez rare. Donc, les entreprises de services vont être avantagées dans ce classement-là par rapport à des entreprises industrielles ou des entreprises forestières. Même chose au niveau du nombre de décès. C'est évident que, bon, il y a assez peu de monde qui meurt au travail dans les services financiers, mais dans les transports ferroviaires, dans les entreprises de construction, le risque est plus grand. Donc, ces entreprises-là risquent de se retrouver plus basses. Donc, la pondération qui est attribuée à ces différents facteurs-là va affecter le classement d'une entreprise. Donc, votre rôle, vous, comme investisseur, ou comme investisseur institutionnel ou investisseur personnel,
individuelle. Est-ce que, bon, vous êtes d'accord avec la pondération, le choix des indicateurs qui a été fait, ou vous trouvez qu'il y en a peut-être auxquels on attache trop d'importance? Un qui est intéressant, les impôts. Certains investisseurs institutionnels maintenant considèrent qu'une entreprise qui ne paie pas d'impôts, qui ne paie pas sa juste part d'impôts, c'est un facteur important et ça pourrait amener des investissements. La Caisse de dépôt s'est récemment des investis de Gildan parce que la Caisse jugeait que Gildan ne payait pas sa juste part d'impôts. Donc, en fonction d'une grille ESG. Maintenant, donc, tous les enjeux, on y a fait référence liés à ces classements-là. C'est qu'est-ce qu'on considère l'entreprise? Est-ce qu'on considère l'entreprise elle-même, ses fournisseurs, ses clients, donc toute la chaîne de valeur? Donc, ça, c'est la portée ou ce qu'on appelle les scopes, scope 1, 2 and 3. C'est la portée, le périmètre qu'on prend en compte, par exemple, pour les émissions de gaz à effet de serre. Est-ce qu'on tient compte juste de l'entreprise ou on tient compte qu'elle a des fournisseurs qui sont très polluants? Quelle est la pondération qu'on accorde au volet E, S et G, puis les composantes là-dedans? Jusqu'à quel point on se fie à l'information qui est divulguée par l'entreprise, puis est-ce que ces données-là sont fiables, sont valides? Donc, c'est un ensemble de, je n'irai pas dans le détail ici, vous pourrez regarder, mais c'est un des enjeux actuellement, notamment tout ce qui touche aux émissions de gaz à effet de serre. Évidemment, on mesure de l'air. Donc, c'est comme pas évident à mesurer. Ça repose sur plusieurs hypothèses. Si vous allez voir des documents qui indiquent comment mesurer les émissions de gaz à effet de serre, c'est des documents ultra complexes et relativement épais en termes de nombre de pages. Donc, il y a beaucoup d'hypothèses derrière ça. Et qu'est-ce qu'on prend en compte? C'est vraiment un des enjeux actuellement. Et c'est pourquoi on a des efforts de normalisation, de standardisation. Deux exemples ici, peut-être pour vous illustrer la difficulté de bien juger de la performance ESG d'une organisation, d'une entreprise. Des autos électriques. Bon, certains disent que c'est la solution. Une entreprise comme Tesla, où c'est excellent. Ça devrait avoir un score ESG très, très élevé. Cependant, ici, vous avez deux exemples. Volvo affirme que les émissions résultant de la fabrication de véhicules électriques peuvent être jusqu'à 70% plus élevées que celles émanant de la fabrication d'auto à essence. Donc, si vous achetez un véhicule électrique, ça pourrait prendre jusqu'à 9 ans, selon votre utilisation, pour que votre production de gaz à effet de serre, qui est moindre si vous avez un véhicule électrique, compense le fait que le véhicule que vous avez a généré beaucoup de gaz à effet de serre pour sa fabrication. Donc, acheter une auto électrique, c'est loin d'être la solution pour réduire les gaz à effet de serre. En tout cas, ce n'est pas nécessairement une solution à court terme. Et là, vous avez d'autre côté, là, c'est Volvo, le fabricant de voitures, qui nous dit ça. Et vous avez une étude ici de l'Université de Cambridge. La production de véhicules électriques entraîne beaucoup plus d'émissions de gaz à effet de serre que celle d'auto à essence. Et notamment la production des piles. Et eux, ce qu'ils concluent, ce n'est pas la potion magique pour gérer les changements climatiques. Idéalement, on devrait aussi réduire de manière importante le nombre d'autos et investir dans les moyens comme les transports publics. Donc, est-ce que j'attribue une bonne cote G à Tesla ou non? Là est la question. Et je vous dirais que la réponse est peut-être plus complexe qu'on pourrait le penser. Un autre exemple, les gaz à effet de serre, un des plus gros producteurs, un producteur important de gaz à effet de serre, c'est l'agriculture. Parce que l'utilisation d'engrais chimiques, les engrais qu'on envoie dans le sol, ben, c'est en général des engrais basés faits avec de l'azote, puis avec des processus de fabrication basés sur le gaz naturel. Ben, lorsque c'est mis dans le sol, l'azote se génère, puis ça va produire des gaz à effet de serre. Donc, qu'est-ce qu'on fait? L'agriculture, c'est bien, on parle d'acheter local,
c'est très bien. Donc, ça réduit les distances de transport. Mais si les producteurs locaux utilisent beaucoup d'engrais, quel est l'effet net de nos pratiques de consommation? Donc, il faut aller plus loin que juste l'achat local. Il faut se préoccuper quelles sont les pratiques d'agriculture qui sont mises en place aussi. L'agriculture, donc, il y a un volet S important de faire vivre l'agriculture locale, domestique. Donc, on contribue au S, mais est-ce qu'on contribue au E, au volet environnemental? Ça aussi, c'est une autre question. Donc, finalement, ce qu'on peut conclure de tout ça, c'est que le facteur ESG, c'est multidimensionnel, ce que la revue des économistes disait plus tôt. C'est en évolution. Les techniques de mesure se raffinent, mais l'horizon temporel comprend, est-ce que je regarde un horizon l'année qui vient, les 5 prochaines années, les 10 prochaines années? Bien, ça peut changer ma réponse. Est-ce qu'un processus de fabrication est conforme aux pratiques ESG ou ne l'est pas? Il y a encore beaucoup de zones d'ombre. La science n'est pas encore précise pour tout, pour les mesures. Et si on compare les entreprises entre elles, c'est encore difficile parce que les pratiques de divulgation sont différentes. C'était un peu le message que j'avais à vous faire aujourd'hui, que finalement, je pense que les principes derrière ESG, on ne peut pas être en désaccord, mais comme toute chose, c'est la mise en œuvre de ces principes n'est pas évidente. Et je vous dirais qu'il y a eu de l'amélioration, on essaye de normaliser, on essaye de standardiser, mais il y a encore beaucoup de travail à faire. Et je dirais les constats et les bénéfices de l'investissement responsable sont encore, je pense, un certain nombre d'années devant nous. Mais évidemment, si vous croyez que le monde vit des changements environnementaux importants, des changements climatiques importants, je pense que c'est dans votre intérêt à long terme d'investir avec une perspective ESG et dans ce sens-là, de demander aux entreprises, de demander aux investisseurs, de demander aux fonds dans lesquels vous investissez comme investisseur individuel, d'avoir ces préoccupations et d'avoir une grille d'analyse pour leur placement. Donc, c'est un peu le message que j'avais à vous faire aujourd'hui. Bon, mais alors écoutez, on a eu une belle présentation de M. Magnan. Je pense que si vous êtes nouveau, vous êtes nouvellement intéressé ou préoccupé par ces considérations, l'exposé de M. Magnan a certainement servi de bonne introduction, mais je pense aussi que les personnes qui sont déjà plus sensibilisées ressortent peut-être avec une perspective élargie de cette conférence.